Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Synergie et territoire et marketing, comment fiabiliser le prévisionnel de son réseau. Je suis accompagné de Nicolas Louis-Amandé, directeur du développement chez Territoire et Marketing et membre du Collège des experts de la FFF, et Laurent Dubernay, président de Synergie et aussi membre du Collège des experts de la FFF. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on va attendre 2-3 minutes pour que les retardataires puissent participer. Et suite à cela, nous allons pouvoir commencer le webinaire. On commence dans 1 minute, ça vous va? Impeccable. Très bien. Encore une petite minute et on va commencer. Très bien. Donc, bonjour à ceux qui n'étaient pas là il y a 2 minutes. Donc, bienvenue à ce webinaire fait par Synergie et Territoire et Marketing. Comment fiabiliser le prévisionnel de son réseau. Je suis accompagné de Nicolas Louis-Amandé, directeur du développement et Territoire et Marketing et membre du Collège des experts de la FFF, ainsi que Laurent Dubernay, président de Synergie et membre du Collège des experts de la FFF. Donc, par rapport au fonctionnement du webinaire, je serai votre voix. Vous pouvez poser vos questions en bas à droite. C'est le moment de participer. Vous avez 2 experts qui connaissent très bien leur sujet. Nous répondrons aux questions à la fin du webinaire. Et par la suite, une fois le webinaire fait, vous recevrez un email qui vous proposera un replay pour pouvoir accéder à la vidéo. S'il y a des problèmes techniques, restez connectés. Et moi, je ferai en sorte que la salle de webinaire dans laquelle nous sommes actuellement sera redirigée vers une nouvelle salle. En un mot, vous serez redéconnecté et reconnecté. Ce ne nous est jamais arrivé, mais nous avons tout ce qu'il faut au cas où. Sur ce, je donne la main à Laurent. Eh ben, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis très heureux en tout cas de le co-animer avec Nicolas. Ce que nous allons voir en ce moment, je vais d'abord vous présenter un petit peu qui je suis et ce que l'on fait dans la vie. Donc je dirige la société Synergie. Notre métier vraiment c'est de répondre aux enjeux des réseaux, qu'ils soient franchisés, coopératifs ou succursalistes. Et il y a quelques challenges en ce moment, notamment autour de la rentabilité et le coût de l'énergie, notamment. Et donc notre métier, c'est de fournir en tout cas au travers de nos solutions des solutions qui permettent de répondre à ces enjeux, en tout cas de rentabilité, de bien maîtriser les coûts, aussi bien les lignes du haut, du compte de résultat, la marge brute que les charges, d'homogénéité votre réseau, donc s'assurer que le service est le même et que l'expérience client est commune à l'ensemble de votre réseau. Et le dernier point qui est très important également, qui est l'agilité. Je veux dire, on vit des périodes un peu troubles parfois, il faut bouger rapidement. Et donc l'enjeu de pouvoir rapidement déployer de nouvelles stratégies, de nouveaux concepts est extrêmement important. Et c'est un des points sur lesquels on travaille avec Synergie. Synergie, c'est un éditeur de logiciel, on fait du SaaS, une solution qui est modulaire, c'est-à-dire qu'on peut, en fonction de vos besoins, prioriser et utiliser une partie de la solution. Un point important pour nous, on est dans du collaboratif. Donc, ce que l'on fait, c'est que le nombre d'utilisateurs est illimité et ça ne s'arrête pas uniquement à votre entreprise et à vos collaborateurs, mais également aux franchisés, aux experts comptables des franchisés, aux fournisseurs. Donc, c'est vraiment l'entreprise étendue dont on parle pour que la collaboration soit la plus efficace possible. Il y a des enjeux importants d'intégration OSI, que ce soit pas une solution qui vit dans son coin, mais qui soit intégrée à votre ERP, à votre logiciel de gestion commerciale.
Et notre métier, si vous voulez, c'est d'accompagner le client, le réseau, dans tout son cycle de vie. Et le cycle de vie, ça démarre au travers du développement qu'on va aborder aujourd'hui. C'est donc aussi bien gérer des candidats, des emplacements, contractualiser, que ce soit un contrat de franchise ou un bail à côté, faire réaliser des travaux et tout ça dans un laps de temps le plus réduit possible et à moindre coût. Et ensuite, c'est d'opérer le magasin au quotidien, donc soit au travers de la maintenance, la gestion de l'énergie, donc les consommations énergétiques, des crêtes tertiaires qui étaient une des actualités aussi du moment. Et ensuite d'animer efficacement ce réseau, que ce soit au niveau commercial, l'analyse des indicateurs, que la visite et la rendre productive, que sur la partie financière, avec l'analyse à la fois des bilans ou d'un budget de réviser, qui permettent, si vous voulez, de s'assurer de la santé financière et économique de votre réseau et de pouvoir jouer sur les leviers qui permettent de l'optimiser. Il y a un dernier volet à droite qui est la partie achat, qui est importante pour beaucoup de nos clients, qui permet de gérer à la fois le référencement des fournisseurs ainsi que la gestion du risque si vous êtes centrale d'achat ou centrale de référencement. Synergie, c'est pas loin de 300 enseignes clientes, 65 000 points de vente et tous secteurs d'activité sont représentés. Et là, vous voyez aussi bien dans la mode, le bricolage ou l'automobile, Synergie est présent avec des problématiques de réseau qui sont souvent les mêmes, un nombre de points de vente qui varie entre quelques dizaines jusqu'à quelques milliers, même plus de 10 000 points de vente pour certains de nos gros clients. Merci Laurent. À mon tour, en effet, de nous présenter. Donc, nous, Territoire et Marketing, alors un certain nombre de personnes nous connaissent, mais notre métier, finalement, c'est d'accompagner les réseaux sur la partie géomarketing. On est l'entité géomarketing de Cyril Group. Donc, ça veut dire que notre métier est d'éditer des solutions logicielles et de réaliser des études pour la partie développement et animation des réseaux, principalement, que ce soit la partie juridique, ce qu'on va appeler l'état local, l'état général, que ce soit la partie stratégique, les plans de développement, où là, on travaille principalement avec les têtes de réseau, mais ça va être aussi sur le côté opérationnel, c'est-à-dire, et on va le voir dans ce webinaire aujourd'hui, on travaille pour les franchisés, notamment pour les aider à estimer un chiffre d'affaires potentiel et mesurer la faisabilité du projet, et ça va intervenir complètement dans la notion de business plan, qui va être un sujet principal aujourd'hui. Cette partie développement est complétée par notre solution Easy Retail, dans laquelle on intègre un certain nombre de choses, de données, de résultats d'études, et qui vont permettre d'accompagner le réseau durant toute la vie de son développement. Ça nous emmène sur la partie aussi animation, puisque notre métier va être d'accompagner les réseaux, à aider à comprendre finalement comment fonctionne le réseau en termes d'emplacement, en termes de type de client, en termes d'action business, marketing, ce qui fonctionne et qui vont nous permettre de trouver des leviers, des leads, de l'aide à la communication, d'aide à la prospection commerciale pure, en passant par un certain nombre d'axes comme de l'enquête, Calicanti, du client mystère, etc. Donc, autour de ça, on est amené à accompagner finalement différents types de structures, différentes tailles de réseaux. Comme pour Synergie, on a plus de 350 références sur tous les domaines d'activité, vraiment, que ce soit de la restauration, du service à la personne, du financement, de l'industrie pharmaceutique aussi, qui sont un peu en dehors du spectre classique que l'on peut imaginer. À partir du moment où on a une dimension finalement géographique dans son métier, une zone territoriale, une exclusivité ou pas, à partir du moment où on a des problématiques finalement spatiales, on a des problématiques marketing, business à aborder, et on est en mesure de suivre l'intégralité de ces actions sur le développement et l'animation, qui sont les deux points forts de notre action. Je passe rapidement pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Je pense que Laurent, je te repasse la main. Alors, je vais commencer à... Excuse-moi. Non, je vais du coup commencer. Je te passe la main sur la partie connaissance du réseau, mais du coup, je vais... Tout est interconnecté aujourd'hui, c'est un vrai bordel. Désolé. Donc, comme vous le voyez, en fait, il y a une forte complémentarité entre ce que fait Territoire et Marketing et Synergie. Et d'où l'intérêt, en tout cas, de ce webinaire ce matin. Donc, le premier point que je ne peux pas le désactiver, ce bordel. Excusez-moi. Donc, tout ce qui est important, si vous voulez, c'est de bien maîtriser son réseau. C'est un point de départ qui est super important parce que si vous voulez faire un prévisionnel
de qualité, il faut connaître déjà votre activité et pour bien maîtriser son activité, bien connaître l'essentiel de son réseau. Donc la qualité de ses points de vente, ses concepts, les emplacements, la typologie d'exploitation et c'est vraiment le point de démarrage souvent de la maîtrise de votre réseau. Et donc pour ceux, ça passe souvent par ce qu'on appelle la fiche réseau ou la fiche site ou la fiche magasin, dans lequel on va détailler toutes les caractéristiques de votre réseau. Et plus elles sont riches, ces caractéristiques, je vous parle de la zone de chalandise, des informations qui peuvent lier aux surfaces, à la qualité de l'exploitant ou de données de ces informations-là. Ça va vous servir en tout cas pour mieux analyser, benchmarker, comparer les magasins entre eux. Et donc c'est un point vraiment de démarrage, j'insiste toujours dessus, parce que si vous ne maîtrisez pas ces éléments, il est très difficile derrière quand vous avez un nouveau magasin qui s'ouvre, et on va parler de prévisionnel dans quelques minutes, de pouvoir en tout cas avoir des repères tangibles qui vont permettre de bien vous repérer et donner les éléments de qualité. Et donc, ce qui est important dans un réseau, c'est que les choses évoluent en permanence. On est dans un métier complexe, le retail, et en fait, les choses sont jamais stables. Je veux dire, il y a des magasins qui ouvrent, des magasins qui ferment, il y a des extensions, la zone de chalandise évolue, vous changez de concept en cours d'année, et donc toutes ces informations sont importantes, en tout cas, à bien maîtriser, ce qu'on appelle les événements, parce qu'en fait, lors de vos analyses, il va falloir en tenir compte également, parce que entre deux concepts de magasins, la surface qui évolue, des choses de ce type-là, vos données financières ou commerciales que vous allez exploiter ne seront pas lues de la même façon. Donc, c'est des points extrêmement importants, en tout cas, de bien maîtriser, comprendre pour analyser vos informations. Et dans la connaissance de son réseau, il y a un point de démarrage dont on va se servir régulièrement, qui sont les comptes annuels. Dans tous vos contrats de franchise, vous avez cette notion de comptes annuels qui doivent être envoyés par vos franchisés. Et donc, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir d'abord des ratios référents. C'est un point qui va être important, c'est-à-dire que quand vous allez pouvoir monter un business plan par la suite, ces ratios référents vont être indispensables pour pouvoir guider sur le taux de marge, sur les indicateurs clés de votre futur franchisé ou de l'ouverture que vous allez réaliser. Ça permet d'avoir la santé financière. Donc, voilà les trends, les évolutions dans le temps. Est-ce que ma marge érode progressivement? Est-ce que mon taux de personnel évolue? Est-ce que mes coûts énergétiques, quel poids ils représentent? Donc, tous ces éléments-là vont être essentiels, en tout cas, lorsqu'on va créer des prévisionnels. Et dans la connaissance de ce réseau, donc il y a des données financières, mais également il y a des données commerciales qui vont être essentielles parce que ces prévisionnels vont être basés dessus. Le panier moyen, il faut bien le maîtriser, la saisonnalité, la qualité de vos marges, les rotations de stock, le coût des stocks typiquement pour avoir la trésorerie prévisionnelle et s'assurer que le business plan est bien viable. Donc tous ces éléments-là, il faut les capturer en amont pour avoir ces repères qui vont être essentiels lorsqu'on va pouvoir créer des prévisionnels. Oui, tout à fait. Alors quand on parle de connaissance de réseau, on parle aussi forcément de connaissance locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir une notion de prévisionnel, de business plan, il faut imaginer localement comment le réseau va se comporter en fonction de son implantation, si on est à Marseille, à Lille ou dans d'autres types de villes, dans d'autres types d'agglomérations. Et pour cela, on a besoin d'analyser avant tout comment fonctionne une unité en fonction de son environnement. Quelle est l'attractivité de mes unités, quelle taille de zone de chalandise finalement, comment je me comporte lorsque je suis sur tel type d'agglomération, comment fonctionnent mes franchisés déjà actuellement, où est-ce que je suis plus performant, et selon les tailles de réseau, voir quels sont les critères qui participent finalement à la réussite de mon réseau. C'est des points importants parce que pour dimensionner le potentiel et le futur business plan, il faut qu'on imagine forcément qu'est-ce qui peut impacter la réussite d'un futur emplacement et donc d'un futur franchisé. Il est donc important de constituer déjà, dans un premier temps, une connaissance réseau locale en s'appuyant sur de l'analyse, on verra, de bases de données et d'autres éléments. C'est vraiment un point qui va être important puisque ça va permettre au global de lancer un plan de développement et c'est ça l'objectif, c'est de fixer sa stratégie.
Et notre plan de développement est ambitieux pour 2025, c'est d'ouvrir 30 nouveaux points de vente. On a un réseau qui est déjà assez mature et on veut améliorer notre couverture du territoire français et comme objectif, on s'est donné avec Nicolas d'ouvrir 30 nouveaux points de vente, en tout cas dans les 3 prochaines années. Tout à fait. Et pour cela, quand on fixe un plan de développement, on va avoir besoin de rentrer vraiment dans du stratégique, ce qu'on appelle chez nous la zonification notamment. C'est des études qui vont s'intégrer dans notre solution Easy Retail, mais qui vont surtout permettre d'identifier déjà le potentiel de développement, c'est-à-dire combien d'unités je peux avoir en France, quelles sont les zones prioritaires, ou combien d'unités je peux mettre sur mon agglomération, et ça pose la question de la zone potentielle territoriale à concéder à son futur franchisé, selon si on a une exclusivité territoriale ou pas dans son contrat, ce qui est un premier élément de discussion. Mais quand c'est le cas, se pose souvent la question de la taille à concéder. Et quand on parle de taille à concéder, ça veut dire finalement quel niveau de performance j'attends et j'espère de mon unité sur mon développement. Et ça va participer complètement à la notion de fiabilisation du business plan. Donc on va commencer par devoir fixer sa stratégie en réalisant cette étude de zonification qui va permettre de fixer les zones prioritaires, les objectifs d'ouverture, de refuser aussi d'ouvrir dans certaines zones qui vont paraître peut-être trop dangereuses pour commencer et qui le deviendront plus accessibles quand le réseau va s'étoffer. Ça va être forcément le premier point qui va permettre de lancer la zonification et son plan de développement pour pouvoir s'implanter. Le deuxième point, c'est que cette zonification va permettre d'aller ensuite finement sur des zones d'implantation. C'est-à-dire qu'une fois que je sais que, par exemple, à Amiens, j'ai un potentiel pour ouvrir sur deux unités alors que je n'avais pas imaginé ouvrir à Amiens, mais en réalité que je peux en avoir 2, ça va m'emmener sur la notion de quelle performance commerciale je vais pouvoir avoir à Amiens. Cela va dépendre aussi, bien évidemment, de son lieu d'implantation, de son type de local, évidemment du franchisé, de la personne qui va animer derrière. Mais la première condition, c'est d'identifier les zones favorables pour cette implantation. Donc de scorer, de noter les quartiers, les rues, les zones qui vont être les plus intéressantes pour chercher des locaux et arriver finalement à identifier sur ce local un potentiel. Ce qui sera l'objet déjà, dans un premier temps, de l'étude de zonification, mais ce qui fera l'objet, dans un deuxième temps, on le verra plus tard, d'une étude de marché d'implantation qui aura vraiment pour objectif d'estimer un chiffre d'affaires et qui rentrera complètement dans la logique du business plan. Donc pour ceci, en fait, pour pouvoir gérer son expansion, il y a 2 choses qu'on va pouvoir étudier. C'est la notion de candidat, et ça c'est un point essentiel dans son développement. Et donc de pouvoir avoir un véritable outil pour l'expansion qui va permettre de garder une base à la fois des candidats d'un côté et des sites potentiels. Ce que disait Nicolas fort justement, c'est-à-dire que en fonction de vos zones de chalandise et des cibles que vous donnez, vous allez avoir des commerciaux immobiliers qui vont potentiellement vous pousser certains produits, certains locaux qui peuvent vous intéresser, pour lesquels vous gardez trace à la fois des candidats d'un côté et des sites potentiels, et on va faire le matching entre les deux la plupart du temps pour pouvoir gérer son développement. Et tout ça, ça passe par un véritable enjeu qui est le taux de transformation que vous allez avoir de vos candidats pour ouvrir le maximum de magasins. Ce que vous voulez, vous avez un maximum de candidatures, donc un flux entrant que vous allez pouvoir gérer. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, l'entonnoir soit le meilleur possible pour qu'on arrive à nos 30 magasins qu'on s'est fixé comme objectif avec Nicolas. Et donc pour ceci, en tout cas, au niveau de l'équipe, on va gérer un dossier candidat sur lequel on va avoir toutes les informations, comme on avait pour le site tout à l'heure. La source d'information, ça c'est très important à capturer pour savoir en tout cas quelles sont les meilleures sources qui marchent pour vous. Parce qu'au final, il peut y avoir des flux importants via des sites ou autres, mais ce qui compte au final, c'est votre taux de transformation et la qualité en tout cas qui va vous permettre d'avoir les bons candidats qui vont ouvrir les magasins qui vont avoir du succès derrière. Donc en fait, vous allez instruire un dossier avec un certain nombre d'informations que vous allez capturer tout au long de ce recrutement du nouveau candidat et qu'on va structurer au sein d'une fiche avec toutes les informations qui vous sont nécessaires. Quand je vous parle de workflow, très facilement, c'est-à-dire que vous allez industrialiser ce processus avec les différentes étapes
Dans l'exemple que vous avez ici, il y a l'identification du candidat. Ensuite, il y a toute une phase d'agrément. On va voir qu'il y a différentes phases jusqu'à l'ouverture du magasin où on va former le candidat pour qu'il soit prêt opérationnel, livré, achalander le magasin. Et tout ceci, vous allez le normer, l'organiser parce qu'en fait, ça touche différentes personnes dans votre organisation interne, plus le candidat ou d'autres personnes même extérieures à l'entreprise. Et donc, l'idée, c'est de collaborer, organiser, structurer pour maximiser encore une fois votre taux de transformation. Alors, maintenant que vous avez votre candidat avec qui vous allez souhaiter avancer, vous rentrez dans la phase du DIP. La loi Doubin vous impose de fournir un certain nombre de documents d'état général, états locaux. Je vais passer vraiment très vite dessus puisque c'est un petit peu connexe à la problématique du jour. Mais quand même, il faut quand même d'abord fixer, puisque c'est des études réglementaires, il va falloir informer votre candidat le mieux possible. Et dans l'état général de marché, l'objectif, ça va être finalement de définir quel est votre marché, sa taille, quels sont les concurrents, quels sont les acteurs principaux, quelles sont les tendances, les perspectives d'évolution. Si en effet, actuellement, il y a des conjonctures, des éléments conjoncturels qui font que le marché est plutôt en baisse, sur lesquels on a des risques, et ça, on participe déjà à ce prévisionnel, parce que l'état général mis à jour régulièrement chaque année est important. Par exemple, contexte de l'énergie actuelle, contexte de la guerre en Ukraine, contexte du PGE à rembourser, tout un ensemble de choses vont venir perturber peut-être votre marché. Il faut pouvoir informer son candidat et il faut surtout pouvoir expliquer pourquoi on va en tenir compte dans son prévisionnel derrière. Donc ça va être le premier point dans le DIP qui va être important à bien assurer. Et donc, dans mon processus, en tout cas, j'ai fait mon état général de marché. La prochaine étape, c'est de valider, rédiger le DIP, ce que va faire Nicolas fort efficacement. En effet, puisque derrière, on se retrouve sur la dimension locale. On avait la première partie qui était l'état général. On se retrouve maintenant dans les dimensions locales, c'est-à-dire que à ce candidat, on va lui concéder potentiellement une zone spécifique et il va falloir descendre à l'échelle locale pour lui fournir ce qu'on appelle un état local de marché, qui va être une photographie, un instant T de sa future zone de chalandise. Et là, c'est un point important parce qu'il y a souvent confusion. Cet état local n'a pas pour objectif de donner une information de prévisionnel, de chiffre d'affaires. Surtout pas. C'est très engageant pour la tête de réseau. Donc, vous ne devez absolument pas communiquer à une notion de chiffre d'affaires. Or, pour autant, nous, on rencontre souvent des franchisés qui se disent « j'ai pas besoin de faire d'études de marché, la tête de réseau va m'en fournir une Ouais. ». En fait, la tête de réseau ne va pas fournir une étude de marché, elle va fournir un état local. Alors, entre état local de marché et étude locale de marché, je comprends que la nuance ne soit pas simple, et la loi Doubin ne nous a pas aidés dans ce cadre-là, mais l'état local n'est qu'un descriptif, il n'y a pas de perspective de business à l'intérieur, on donne un certain nombre de descriptifs sur la population, le commerce, la concurrence. C'est informer un candidat de façon objective. Par contre, on ne donne pas de dimension business, de chiffre d'affaires. C'est un point qui est important à préciser pour que les franchisés en aient bien conscience, parce que le franchisé, tant la tête de réseau a un devoir d'informer les candidats, mais tant le franchisé aussi, le porteur de projet, a un devoir aussi de se renseigner et de faire sa propre étude de marché qui, elle, aura pour objectif d'estimer un chiffre d'affaires qui rentrera dans son prévisionnel. Donc aujourd'hui, l'état local, pour une tête de réseau, il y a principalement deux moyens de le faire, soit en prestations spécifiques qui apportent la meilleure couverture juridique, soit via des outils comme notre plateforme Easy Retail, qui apporte un petit peu moins de précision de couverture juridique, mais qui permet de maîtriser un petit peu plus les coûts selon son rythme de développement. On se retrouve souvent confronté à ces deux problématiques-là. Derrière, une fois qu'on a fait cet état local, je disais qu'il ne fallait pas confondre avec la partie étude de marché d'implantation. C'est vraiment celle-ci qui va être le point structurant dans le dimensionnement du business plan. Là, on passe la main côté franchisé. C'est le franchisé qui doit mener cette étude de marché. Et notre objectif, nous, quand on fait ces études, ça va être d'estimer un chiffre d'affaires potentiel, ce qu'on appelle la vitesse de croisière. On va aller regarder l'accessibilité, la visibilité, les flux, tout un ensemble de choses qui vont participer à la réussite. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut avoir déjà potentiellement un emplacement, en tout cas viser un emplacement spécifique, parce que vous pouvez être dans une super zone. L'étude de zonification en amont aura permis d'identifier des zones de potentiel, on aura permis de voir combien vous pouvez mettre d'unités à Amiens, on aura pu estimer un marché capable dans l'étude de zonification, on aura pu vous dire, voilà, sur un emplacement de ce type, en tout cas sur une zone de ce type, vous pouvez envisager tel niveau de performance sur le point de vente. Ça, vous en aurez discuté avec votre porteur de projet, mais vous ne l'aurez pas communiqué spécifiquement. Maintenant, on va rentrer vraiment dans de l'estimation de chiffre d'affaires, et je fais vraiment volontairement la différence entre chiffre d'affaires et marché captable. Le marché captable, c'est
théorique dans le cadre d'un outil que l'on va mettre en place. Le chiffre d'affaires, on va tenir compte des qualités intrinsèques de l'emplacement. J'ai un terre-plein central qui m'empêche de faire demi-tour, je capte que la moitié de mon flux. J'ai un niveau de concurrence face à moi extrêmement performant, avec une très grande qualité en termes de devanture, de produits, de positionnement tarifaire. Ça influence directement mon point de vente. Je suis dans une rue ultra commerçante, c'est positif ou négatif pour moi, j'ai tel type d'enseigne autour de moi. Bref, tous ces éléments qui font que la notion de chiffre d'affaires va changer. Quand on fait un business plan aujourd'hui, on le fait pas pour aujourd'hui, on le fait pour les futures années. Donc, ce qu'on appelle, nous, la vitesse de croisière, c'est de se dire quel chiffre d'affaires je vais pouvoir envisager à 3 ans, à 4 ans, en fonction de l'évolution de mon concept, de la montée en régime et en puissance que je vais pouvoir avoir sur mon point de vente. Et pour ça, faut qu'on se renseigne sur des futurs projets aussi. Quelle est ma zone aujourd'hui, mais quelle sera ma zone demain? Il faut qu'on arrive à l'imaginer, à voir s'il y a un projet de développement, de transport, commercial, d'employés, une nouvelle zone d'activité qui va arriver. Et c'est aussi la difficulté que l'on va avoir. Et donc, il faut pour cela mettre en place toute une méthodologie pour faire son étude de marché d'implantation. Cette méthodologie, elle a différentes étapes que je vous présente là très rapidement. Ça va être un mix d'analyse géomarketing, de recherche d'informations documentaires, de déplacement sur site, mais de connaissance du réseau. Quand on aura fait l'étude de zonification en amont, quand on aura analysé votre réseau, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura analysé idéalement vos fichiers clients, d'où viennent-ils, quelles sont les tailles d'attractivité que vous avez, le niveau de performance en termes de chiffre d'affaires. Et cette analyse, au départ, que l'on va mettre en place, va rentrer dans un cercle vertueux qui va être de dire on capitalise sur de la connaissance du réseau, sur de la donnée, on comprend comment ça fonctionne localement et on la met au service du franchisé dans le cadre de cette étude. Ça veut dire que tout cet ensemble est très complémentaire et un point qui va être important, on va se projeter dans cette méthodologie jusqu'à l'ouverture, c'est-à-dire qu'il va y avoir une ouverture de point de vente et un point qui va être important, vous, au niveau de tête de réseau, ça va être de nous rétribuer, c'est-à-dire la partie chiffre d'affaires. C'est-à-dire quand je dis rétribuer, c'est de nous la communiquer, nous dire voilà maintenant notre point de vente qui fonctionne après 1 an d'ouverture, ou même déjà dès le départ, quel est le niveau de chiffre d'affaires sur lequel ils sont. Selon les types de concepts, il y a des concepts qui progressent très fort, très vite. Dès le premier mois, on connaît assez rapidement le niveau de chiffre d'affaires sur lequel ils vont être à 12 mois. D'autres, au contraire, qui vont commencer plus doucement et qui vont progresser tout au long de l'année. Pour nous, l'objectif, c'est d'analyser ces chiffres d'affaires déjà après 1 an. Pourquoi? Parce que finalement, quand on fait ce type d'études, on se projette dans la durée avec nos clients. On travaille avec des clients de plus de 10 ans, de plus de 15 ans. Ça va servir à affiner notre modèle, à se dire que quand on est dans certains types d'environnement, quand on a certains types de concurrence face à soi, on voit que les performances au début sont un peu plus longues à se mettre en place. Et là, on va vraiment venir fiabiliser la notion de business plan, parce qu'aujourd'hui, quand un franchisé est amené à créer son business plan, comment il va calculer son chiffre d'affaires potentiel? La ligne du haut de son business plan, qu'est-ce qu'il va utiliser? Les experts comptables, souvent, ils utilisent une moyenne du réseau. Ils regardent le réseau actuel, ils peuvent prendre des fourchettes pessimistes ou positives. Mais en réalité, à aucun moment, on va tenir compte de la réalité de l'implantation, du type de zone que l'on peut avoir. C'est vraiment un point qui va être important parce que ça va venir fiabiliser cette ligne du haut, soit pour aller chercher des financements plus importants auprès de la banque, soit pour simplement obtenir, parce qu'on sait que les conditions actuelles au niveau des prêts sont extrêmement importantes et ont été resserrées. Donc, n'importe quel porteur de projet qui va avoir une étude pour laquelle on va être capable d'expliquer qu'on a étudié le réseau, qu'on travaille avec eux depuis un certain nombre de temps, d'années, qu'en plus on est dans un modèle où on récupère les chiffres de toutes les ouvertures et qu'on affine au fur et à mesure. Donc plus les années passent, plus notre modèle est précis, ça va venir fiabiliser au fur et à mesure toute la dimension du chiffre d'affaires potentiel qu'on va pouvoir alimenter dans son business plan. Donc cette étude de marché d'implantation que l'on fait faire par le franchisé rentre complètement dans un cercle vertueux d'ensemble d'analyses géomarketing qu'il faut arriver à mettre en place. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent des têtes de réseau rendent cette étude obligatoire pour le franchisé. C'est-à-dire que le franchisé doit faire son étude de marché d'implantation auprès de qui il veut, bien évidemment. On ne peut pas lui imposer de travailler avec tel ou tel acteur. Il ne faut pas, d'ailleurs, d'un point de vue juridique, il faut lui proposer un nombre d'acteurs qui peuvent intervenir. Mais quand il aura fait cette étude et qu'on arrivera sur un niveau de chiffre d'affaires
un très bon niveau, on va vraiment rentrer dans une fiabilisation de son business plan. En fait, ce qui est important, en tout cas, dans cette démarche-là, vous l'avez bien compris, c'est la crédibilité, la qualité, en tout cas, de l'analyse qui est faite. Donc, on a parlé du chiffre d'affaires, qui est un point essentiel. C'est-à-dire, c'est la ligne du haut qui va alimenter votre compte de résultat. Il y a un autre point qui est vraiment important, c'est le loyer. Et donc, dans cette démarche, en tout cas, d'ouverture d'un magasin, à partir du moment où vous avez bien ciblé, que vous savez quel magasin il parle, vous avez reçu votre bail. Donc, c'est de benchmarker ce bail. Et ça, je vous invite vivement, en tout cas, les loyers sont assez volatiles et il est vraiment important que vous passiez un petit peu de temps, en tout cas avec votre franchisé, pour benchmarker, pour vérifier aussi bien le montant du loyer que les conditions contractuelles qui sont pour que le taux d'effort, en tout cas, soit compatible avec votre activité et que ça ne pose pas un péril, en tout cas pour l'exploitation du magasin dans la durée. Donc, si on revient du prévisionnel, qui est notre cœur de métier, donc un prévisionnel, c'est quoi? C'est de pouvoir se projeter sur 5 ans. On a fait l'étude de marché, on a une notion quand même assez claire maintenant, en tout cas du potentiel du marché. L'objectif, c'est d'obtenir un prêt. On sait que c'est pas simple aujourd'hui. Donc, plus le business plan sera réaliste, il sera fondé, il sera appuiera sur des données externes, plus la possibilité de financement sera facile. Donc un business plan réaliste, c'est 90% de chances de succès, ça c'est une réalité. On voit beaucoup de business plans qui sont over-optimistiques et qui sont trop optimistes et qui posent des problèmes derrière sur l'exploitation. Et vous savez que les 3 premières années sont essentielles sur l'activité d'un commerce. Un business plan, c'est quoi? C'est à la fois donc des investissements et sans la connaissance du réseau, de bien connaître en tout cas le coût des travaux prévisionnels. Et ça, l'expérience que vous avez acquise au travers des autres magasins ouverts par le passé vous permet en tout cas de bien approximer en tout cas la partie investissement qui sont nécessaires, de bien calibrer les apports et les financements, que ce soit l'apport du franchisé en cash que les financements bancaires, et on peut varier sur différents types de financements et des durées différentes. La modélisation du chiffre d'affaires, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il n'y a pas que le chiffre d'affaires à faire, c'est la marge. Et bien approximer la marge par catégorie, selon le mix produit, selon. Donc on peut avoir une granularité relativement fine sur ces éléments-là également pour bien maîtriser, s'assurer que les hypothèses sont correctes. Les charges de personnel, c'est un poids le plus lourd généralement ensuite avec les loyers. L'objectif derrière, c'est de produire aussi bien un compte de résultats prévisionnels. Aujourd'hui, les prévisionnels se font sur 5 ans. Parfois, votre banquier peut vous demander jusqu'à 7 ans, mais souvent la norme est plutôt autour de 5 ans aujourd'hui. Un bilan prévisionnel, un tableau de financement. Et un point qui est vraiment essentiel, je dirais, c'est une trésorerie prévisionnelle. Ce que vous pouvez voir, parce que beaucoup d'activités varient dans le temps et selon il y a une saisonnalité qui peut être plus ou moins forte. Il y a des domaines comme le jouet ou d'autres domaines où les jardineries où la saisonnalité est extrêmement forte. Et donc s'assurer que dans le temps, votre trésorerie fonctionne. Et donc de faire un prévisionnel de trésorerie par décade, c'est ce qu'on propose par défaut dans notre solution, permet en tout cas de s'assurer, de voir que votre trésorerie dans la durée peut bien passer. Il vaut mieux lever un petit peu plus d'argent au départ, si c'est 20, 30, 50 000 euros de plus, mais s'assurer qu'il n'y a pas un point bloquant au bout de 6 ou 8 mois. Et tout ceci, ça va constituer un dossier bancaire que vous allez pouvoir remettre à votre banquier, l'étude de marché, les hypothèses que vous avez retenues, et là, vous êtes en très bonne position, en tout cas, pour obtenir un prêt. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ouais. Et comme Laurent l'a très bien dit, la valeur locative est un point qui rentre et qui a une dimension très très forte. Nous, ce n'est pas un élément que l'on prend quand on calcule un chiffre d'affaires. Par contre, c'est un élément que l'on prend quand on va faire des scorings d'implantation pour rechercher ces locaux. C'est-à-dire que dans le positionnement, l'enseigne va nous dire dès le départ, moi, une rue commerçante de niveau 1, premium, c'est pas du tout fait pour moi parce que justement, ma valeur locative va être trop importante et ça ne rentre pas dans ma dimension de mon business plan. Ça ne colle pas. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants de communiquer en amont parce que nous, notre métier va être de vous dire aussi quelles sont les zones les plus favorables en tenant compte de cette dimension, pour le coup, de valeur locative, de se dire, ben voilà, compte tenu du positionnement stratégique que vous avez, du business plan que vous mettez en place et des valeurs locatives qui sont inhérentes à la réussite de vos fonctionnements, il faut plutôt aller cibler tel type de zone et de les identifier ensuite partout en France pour vous aider à rechercher les locaux et mettre tout de suite le porteur de projet sur de bons rails et identifier des zones qui vont coller au niveau de son business plan sur les valeurs locatives.
On rentre ensuite derrière dans la phase de contractualisation, normalement, si tout va bien, et je te laisse reprendre la main, Laurent. Non, et truc important sur la contractualisation de votre contrat de franchise. Donc, vous avez sûrement plusieurs versions, en tout cas, de votre contrat de franchise, qui va définir, en tout cas, les obligations de part et d'autre entre le franchiseur et le franchisé, les clauses d'approvisionnement, la durée de votre contrat, et ainsi que toutes les clauses financières qui sont importantes pour vous. Un point qui est vraiment important, et ça, Nicolas vous précisera, c'est tout ce qui est zone d'exclusivité et les territoires. Donc, dans l'étude de marché, vous avez défini certaines choses. Ce qu'on voit avec nos clients parfois, c'est qu'il y a des recouvrements de territoire parfois. Et c'est important en tout cas de vous assurer bien que les zones d'activité que vous donnez ne posent pas des problèmes contractuels. C'est une chose que l'on voit régulièrement en tout cas. Qui c'est qui ouvre le magasin, Nicolas? C'est toi qui t'y colle? Allez, généralement, on arrive dans on arrive en fin de processus, tout va bien. On va se retrouver sur les joies de l'ouverture. En effet, on a défini un bon emplacement, on a contractualisé, on a fait son contrat, on a commencé, on lance vraiment le projet. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle les joies de l'ouverture. On sait ce que c'est, les travaux, le recrutement, et apparaissent forcément les premiers problèmes et les premières réussites. Et comme l'a très bien dit d'ailleurs Laurent, cela va dépendre aussi de ce que l'on aura pu définir comme type de zone, la zone contractuelle. En effet, on essaye d'éviter tant qu'à faire de recontractualiser une zone qui a déjà été concédée aux voisins. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir les outils qui permettent justement de gérer ce type de zone contractuelle et d'éviter dès le départ d'avoir un certain nombre de problèmes. Même si certains vont vouloir ne pas avoir d'exclusivité territoriale, hein, c'est un choix stratégique, et donc de laisser le magasin s'ouvrir sans exclusivité, donc sans possibilité de travailler son investissement uniquement sur sa zone. D'autres, au contraire, lors de l'ouverture, les franchisés vont savoir qu'ils ont une exclusivité territoriale, donc à eux maintenant de rentrer dans une partie pure d'animation. Et on va rentrer dans ces logiques de où est-ce que je communique, où est-ce que je prospecte, comment j'anime ma zone d'exclusivité et les joies de l'ouverture qui sont inhérents avec tous les différents éléments qu'on va pouvoir gérer. L'accompagnement est vraiment clé dans cette démarche, surtout si on vient d'ouvrir un nouveau magasin. Il faut vraiment avoir une proximité extrêmement forte avec votre nouveau franchisé. Et ça passe par de la visite. Une visite qui est souvent mensuelle, en tout cas dans cette phase initiale de démarrage. Et ce qui est important dans cette phase de visite, c'est qu'elle soit structurée, organisée, qu'il y ait un cadre. Ça passe par des questionnaires parfois un petit peu formalisés, mais qui donnent l'avantage de choses, en tout cas, c'est de normer, de pouvoir comprendre les points d'amélioration et de pouvoir générer automatiquement des plans d'action correctifs. Parce que plus on détecte tôt des problématiques, plus on est capable d'agir dessus, plus on est capable en tout cas de résoudre les problèmes et d'améliorer donc la performance de votre magasin. Donc, lors d'une visite, ça a deux objectifs, c'est d'identifier des problématiques et d'agir dessus via des plans d'action. Le benchmarking des résultats que vous voyez avec le petit radar ici est intéressant parce que ça permet à un franchisé de voir en tout cas si au niveau commercial, il se débrouille plutôt bien, s'il a un problème d'achat, s'il a un problème de stock, si le personnel n'est pas au niveau. Donc, d'identifier vraiment les points de faiblesse. Parce que l'objectif toujours, c'est agir sur ses forces, mais surtout corriger les points de faiblesse qui vous permettent de ne pas pénaliser votre rentabilité et donc votre réussite commerciale. Et le benchmarking est clé pour ceci parce que en fait c'est un moyen vraiment quand vous êtes franchisé, vous êtes seul dans votre magasin et vous êtes un petit peu le nez dans le guidon à faire de votre mieux. Et le fait d'avoir du benchmark permet vraiment de comprendre et d'identifier ce qu'on fait bien et ce qu'on fait pas bien. C'est très difficile quand on se retrouve tout seul de connaître ses points de faiblesse et ses points de force. Et donc le benchmarking est une excellente façon de le faire. Et là je vous donne un petit exemple avec un compte de résultats, de voir tiens j'ai un problème de marge parce que je fais trop de remises ou j'ai un problème d'effectifs, j'ai trop d'effectifs, ma masse salariale est trop importante ou mes loyers. C'est des points importants qui vous permettent de travailler dessus. Deuxième chose qui fait partie de la motivation, je vous dirais, d'une équipe, c'est ce qu'on appelle les palmarès. J'utilise ça souvent pour les conventions et autres. C'est de pouvoir s'identifier en tout cas les progrès. Je suis le 3e, le 5e, j'ai progressé de tant de points. En tout cas, c'est que les magasins entre eux créent une compétitivité un petit peu qui permet de créer une émulation en tout cas et de faire progresser globalement le réseau.
C'est un point qui est important et à chaque convention, on voit que la remise de trophées et autres, c'est quelque chose qui marche toujours plutôt pas mal. Ouais. En effet, le palmarès, c'est un point important et ça fait partie intégrante de la connaissance réseau finalement. Depuis le début, on vous dit que la connaissance réseau est un point qui va être prépondérant dans le dimensionnement de son business plan, de son prévisionnel. Pourquoi? Parce qu'on va savoir que en termes d'emplacement, on est capable de générer 80% de son business à moins de 25 minutes, que nos clients ont tel profil, c'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils sont salariés à côté, ou qu'ils sont résidents, mais qu'ils sont plutôt avec tel niveau de revenu, ou tel niveau de consommation. Cette connaissance client va être un point qui va être extrêmement important et qui va participer à ce palmarès dont parle Laurent en réalité, parce que quand je parle de palmarès, c'est finalement moi, franchisé, dans ma nature d'implantation, à qui je ressemble le plus dans mon réseau, finalement. Je suis le deuxième, je suis le troisième, je suis le cinquième, mais je ressemble peut-être le plus au magasin de Marseille, d'Amiens, de Brest, et j'ai besoin de me positionner aussi en termes de palmarès avec les magasins qui me ressemblent en termes de zone de chalandise, en termes de profil, pour aller chercher aussi les bonnes idées, voir ce qu'ils ont mis en place et augmenter mes performances commerciales. Ça passe par plein de choses. Donc là, notamment l'enquête client, ça participe, ce qu'on appelle les enquêtes quali-quanti. C'est finalement qui sont mes clients, d'où viennent-ils, que consomment-ils, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez nous. Quand on généralise cela au niveau de la tête de réseau, ça nous permet justement d'identifier que quand je suis dans telle nature d'environnement, j'ai des clients qui viennent d'un petit peu plus loin, j'ai des clients qui sont un petit peu plus riches, qui ont un petit peu plus de pouvoir d'achat. Au contraire, quand je suis dans une autre nature d'environnement, j'ai de l'hyper-proximité. Ça va m'aider à fiabiliser mes chiffres d'affaires et ça participe à cette fameuse connaissance réseau qu'on doit avoir qui est finalement qui sont mes clients. L'autre point qui va être aussi important, c'est de savoir, maintenant je sais qui sont mes clients, c'est comment se comporte en réalité mon franchisé. Donc ça passe par un certain nombre d'animations, d'aides que l'on peut avoir, mais notamment le client mystère. Le client mystère, c'est vraiment un outil d'animation extraordinaire parce qu'il va permettre de sensibiliser le franchisé au suivi des bonnes pratiques de la tête de réseau. Voir ce qu'il fait bien ou moins bien pour l'aider à progresser. Et justement, dans ce fameux palmarès et dans ce fameux benchmark, ça va permettre aussi, ça va être un des outils d'animation qu'on va pouvoir utiliser pour aller renforcer le niveau de performance finalement du réseau, parce qu'on va le sensibiliser sur l'offre, l'hygiène, l'accueil, sur un certain nombre de choses qui va pouvoir l'aider dans la progression. Le troisième point, que l'on va avoir, c'est vraiment, nous, cette partie plutôt ce que je vais appeler les tableaux de bord géomarketing, c'est-à-dire d'aide à la prospection ou de communication. L'objectif, là, c'est d'apporter aux franchisés une visibilité sur les endroits sur lesquels ils fonctionnent bien et d'autres sur lesquels ils fonctionnent moins bien. Alors là, ça dépend des métiers, ça dépend si on est en B2B, B2C, ça dépend si on a fiché client ou pas, mais l'objectif, c'est d'analyser les zones sur lesquelles on performe bien, les zones sur lesquelles on performe moins bien alors qu'il y a du business et qu'on a du vrai potentiel, mais qu'on ne le voit pas. Et le franchisé, il a beau connaître son secteur, en tout cas, il pense connaître son secteur, en réalité, il ne le connaît pas tant que ça. Souvent, moi, j'ai des franchisés qui me disent « je connais très, très bien mes clients ». Oui, il a raison, il connaît ceux qui rentrent dans son magasin. Il ne connaît pas forcément ceux qui passent devant son magasin, mais qui ne rentrent pas chez lui. Et l'objectif, c'est de l'aider à les faire rentrer, en fait. Et pour ça, on a besoin d'aller encore plus loin, d'analyser un certain nombre de données et tous les éléments qu'on vous évoque depuis le départ. Et cette partie animation va participer complètement à la problématique du jour qui va être d'améliorer finalement son prévisionnel, parce que plus on aura une connaissance fine des différents types de points de vente, d'unités de franchisés dans des environnements extrêmement variés, plus on pourra adapter le niveau de performance derrière en termes de prévisionnel. Je pense que pour le coup, on arrive au bout du cercle global du développement et de l'animation. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et il y avait un point justement sur ce que tu as dit précédemment, la qualité, c'est quelque chose qu'on remonte de plus en plus dans les indicateurs de gestion. C'est-à-dire que au-delà de la marge, de la rentabilité, tout ce qui est qualité, le NPS ou tout ce qui est notre Google, c'est typiquement de plus en plus, ça fait partie du tableau de bord quotidien et cette information permet vraiment aux franchisés d'être beaucoup plus sensibilisés en tout cas, puisque c'est un retour qui vient directement du marché et qui est plus important que celui du franchiseur. Donc c'est un point qui est essentiel. Ce qu'on voulait vous expliquer, en tout cas vous démontrer avec
avec Nicolas ce matin, c'est que c'est un cercle qui est vertueux. Mieux qu'on est son réseau, mieux on fait un ciblage performant. La qualité du qualitatif d'études de marché est vraiment essentielle. C'est quelque chose qu'il faut que le franchisé ait bien en tête, en tout cas de réaliser son étude locale de marché. Plus les prévisionnels sont de qualité, plus on rentre dans un cercle vertueux sur lequel vous avez un taux de défaillance qui est de plus en plus faible, des ratios de mieux en mieux, et vous êtes sûr en tout cas de la qualité de votre réseau au final. Donc on vous invite vraiment à rentrer dans ce cercle vertueux qui vous permet vraiment d'étendre votre réseau plus rapidement. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Emen? Non, 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 non. Wow. Donc, c'était limpide, mais c'est le moment, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, en tout cas, Nicolas et moi sommes à votre disposition. On est pile dans le timing aujourd'hui. Tout à fait. On a été très clair, a priori, parce qu'il n'y a pas de questions. Ouais. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Je vous donne encore 5 minutes. 2 minutes, pardon. 2 minutes plutôt. Pardon. On va faire des claquettes pendant ce temps-là, Emen. C'est ton job de faire des claquettes. Ok, bah bougez pas, je m'installe. Donc, alors 2 petites minutes et s'il n'y a pas, je vous enverrai de toute façon le replay. Merci, Rilbert. De toutes les façons, on reste bien évidemment disponible pour toute question si vous souhaitez qu'on les traite entre nous directement selon la problématique, selon les besoins forcément adaptés. Laurent et moi sommes disponibles pour aborder ces sujets plus tard si vous avez besoin. Eh ben, on vous remercie en tout cas de votre participation. Je ne vois pas d'autres questions, donc on va considérer qu'on a répondu à tout. On vous remercie beaucoup. En tout cas, il y a un replay qui est envoyé. Oui, c'est ça, exactement. Vous allez recevoir demain un replay avec aussi les coordonnées, donc n'hésitez pas. Eh bien, on vous remercie. En tout cas, vous souhaitez une excellente journée. Et merci à tout le monde. Excellente journée. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.